Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Texas Lover, le podcast qui distille le cerveau et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, la dernière de la saison, je suis rejoint par Harold. Salut Harold. Salut Tim et salut tout le monde. Alors, on va se faire une émission toute particulière puisque ça va être la dernière de cette saison 4. Je me suis dit qu'on allait parler d'un sujet qui est source de débats très animés dans les jeux vidéo depuis longtemps et où... je m'étais pas trop approché de ça jusque-là, mais là j'ai formé une bien belle opinion, donc j'allais la partager avec vous. Ce mois-ci, Harold, on va parler de graphisme dans les jeux vidéo. Sujet intéressant. À titre personnel, je suis pas le joueur le plus sensible à ça globalement, que ce soit sur l'aspect technique, résolution, la qualité de l'image d'un point de vue technique, ou que ce soit d'un point de vue artistique. Même si là, artistique, ça peut un peu plus me parler, mais c'est pas le premier truc en général que je vais regarder dans un jeu. Ouais, donc toi t'es plus de l'école du gameplay et que le jeu, si le gameplay il est bien, c'est pas grave s'il est moche. Gameplay, story, et sur le plan artistique, la musique. Mais le visuel, je suis moins sensible, clairement. Ok. Mais écoute, je m'étais jamais posé beaucoup plus de questions que ça sur les graphismes, mais j'avais l'impression d'être plutôt dans ta ligne de pensée. Et en y réfléchissant un peu plus, je me suis dit que il y avait de la nuance dans ce débat et qu'il y avait peut-être des bons points à céder aux gens qui veulent que leur jeu soit beau. Et donc, on va essayer de décortiquer un petit peu ça et voir de quoi il retourne exactement, si ça te va. Bien sûr. Alors, donc là, on vit évidemment une époque où la question des graphismes, c'est devenu un argument marketing très spécifique. C'est-à-dire que on va vraiment vanter la capacité des machines à produire des images très détaillées, avec beaucoup de polygones, avec des effets d'éclairage en temps réel, avec une fréquence de rafraîchissement très élevée. On nous promet du 120 images par seconde en résolution 4K et des choses comme ça. Dans les machines à venir, on atteint des niveaux de photoréalisme qui commencent... on dit ça à chaque génération de machines, mais on se rend compte aussi que il y avait encore beaucoup de chemin. Et les niveaux de photoréalisme font que ça devient parfois même compliqué de faire la différence entre certaines captures d'écran de certains jeux dans certaines conditions et certaines photos de certains endroits prises dans certaines conditions, ce qui n'était pas envisageable avant, évidemment. Donc tout ça nous mène à l'idée que cette course technologique vers les graphismes, c'est un truc qui est important pour le secteur. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait être comme motivation et qu'est-ce que ça pouvait mener comme réflexion. Et le premier truc dont je vais parler, on va remonter très très loin dans le passé pour les plus jeunes qui nous écoutent. On va remonter non pas à l'époque des Atari et autres Amstrad ou même la NES, toutes ces machines à 8 bits avaient les graphismes qu'elles pouvaient avec les moyens du bord. Donc je pense que c'est pas forcément leur faire un procès très juste que de juger est-ce que c'était beau ou pas. Le pixel art, c'était un domaine artistique complètement nouveau et les bonnes pratiques n'étaient pas connues. Les gens en charge des graphismes, souvent, c'était les développeurs qui faisaient aussi le code du jeu et qui n'avaient pas forcément une patte artistique ultra poussée. Et donc,
les jeux ils ressemblaient à ce qu'ils pouvaient, quoi. Parfois, on reconnaissait à peu près à quoi devaient ressembler les machins dans le jeu, parfois moins, et c'était un petit peu abstrait, mais bon, c'était un peu le lot de vouloir jouer à un jeu vidéo, quoi. C'était faire une espèce d'effort d'abstraction pour se plonger dans l'univers du jeu. Donc, bon, cette période-là, je pense que... Avant de passer à la suite, est-ce que tu sais s'il y a des contre-exemples ou des tentatives de contre-exemples des jeux NES qui ont été particulièrement applaudis pour leur graphisme, justement, pour le fait d'avoir réussi à retransmettre enfin des jolis graphismes malgré les possibilités techniques très faibles. Alors, bah, il y a quelques beaux jeux sur NES, et je vais pas parler des trucs récents où, tu sais, il y a des gens, ils codent des ROM compatibles avec les cartouches NES, et comme on a 40 ans de... on a 40 ans d'écart technologique, et ben la machine elle est super optimisée, et le pixel art il est super fin aussi. Donc je parle pas de ça. Par contre, des jeux qui sont sortis en fin de vie de la machine et qui avaient des graphismes vraiment détaillés, surtout pour l'époque, Ah, je me rappelle de ça il y Kirby. en a. Bah alors, Kirby Return to Dreamland, qui est assez épatant pour un jeunesse. Alors, je l'avais fait sur la Wii U, je crois. Donc forcément, je pense qu'il y a eu un petit, un petit rhabillage technique hein, sur la version Wii U. Bah, ouais, mais c'est censé être juste de l'émulation, donc... Ouais, ouais. Mais en tout cas, je me rappelle que je me rappelle plus de grand chose d'images en particulier, mais je me rappelle que j'avais trouvé ça particulièrement joli pour de la NES. Bah, c'est très très fluide, et il n'y a pas ce côté rigide qu'on avait dans les vieux jeunesses. Ça va assez vite. Moi, ce jeu-là, j'avais fait le remake sur Game Boy Advance il y a une dizaine d'années. Et là, quand je l'ai retesté en émulation sur le Nintendo Switch Online, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment le même jeu, quoi. Il est juste plus joli, on en parlait. Il est plus joli parce que les sprites sont plus détaillés, parce qu'il y a plus de pixels pour le faire avec la Game Boy Advance, mais sinon, c'est le même jeu, quoi. Et déjà à l'époque, c'est vrai qu'il était assez impressionnant. On donnera une mention honorable à Super Mario Bros 3, dont je pense que c'est aussi un bel aboutissement de ce à quoi peut ressembler un jeu vidéo sur la NES à l'époque. Et puis, bon, des trucs très tardifs comme Wario's Wood ou Yoshi's Cookie, où c'est un peu de la triche, parce que bon, c'est des jeux de puzzle, donc les images bougent moins, et donc tu peux faire des trucs plus détaillés. Ouais. Mais ouais, en fin de vie, les, euh, les devs avaient un peu plus l'habitude de la machine, un peu plus l'habitude de comment faire du pixel art, et ça a commencé à se voir. Mais je pense que le vrai boom du graphisme, c'est venu avec la génération d'après, la 16 bits, à la fois dans les consoles de salon et avec les bornes d'arcade aussi, puisque les jeux d'arcade devenaient de plus en plus complexes de leur côté, et les versions console des jeux d'arcade, bah, souvent étaient encore à l'époque pas à la hauteur de ce que proposait la machine, hein. Même s'il y avait de belles choses, on pensera à Street Fighter 2 qui en borne d'arcade avait des sprites plus grands, plus détaillés, qui bougeaient plus vite que sur les versions console. Même si les versions console n'avaient pas vraiment à rougir de la comparaison, en tout cas à mon sens. Il y a alors du coup je sors de la Super NES, mais pour Street Fighter 2, il y avait la 3DO qui je crois est une console 32 bits si je dis pas de bêtises, Ouais, qui alors je me rappelle surtout de l'OST en particulier de la version 3DO qui est vraiment plus enfin qui est techniquement bien plus abouti que sur Super NES et je crois même que sur borne d'arcade.
mais là je suis moins sûr. Mais je me rappelle plus exactement le visuel de Street Fighter 3, Street Fighter 2 pardon, sur la 3DO, mais il me semble qu'il était aussi significativement plus joli, ce qui est normal, hein, c'est une console 32 bits. Mais En fait, c'est intéressant que tu en parles. Pendant très longtemps, la 3DO, ça a été la seule console de salon qui avait une version comparable à l'arcade de Super Street Fighter 2 Turbo en Occident ou Super Street Fighter 2X au Japon. Donc la version de Street Fighter 2 avec tout le roster et les barres de super. ouais, tout à fait. Qui avait été remaké en 2008, juste avant la sortie de Street Fighter 4 d'ailleurs. Ouais, je me rappelle que j'avais eu un code pour Street Fighter 2 HD Remix avec mon SF4. Ouais, HD Remix, ouais. On y a joué sur ta Xbox à l'époque. Tout à fait. Et chut, nous ne sommes que des inconnus sur Internet, évidemment. Mais donc, ouais, avec l'arrivée de la 16 bits, les arguments graphiques commencent à apparaître aussi. La Super Nintendo qui pouvait afficher plusieurs ordres de grandeur, 2 fois plus de couleurs que la Mega Drive. Donc c'était un argument marketing super puissant. Et c'est vrai que les jeux Mega Drive, ils avaient cette fâcheuse tendance à mettre beaucoup de pixels noirs dans leurs images. Quand on compare des jeux Mega Drive et des jeux Super Nintendo, les jeux Super Nintendo en général ils sont très colorés, voire carrément pastel, et les jeux Mega Drive ils sont tout noirs parce que il y a tellement moins de couleurs, bon il y en a alors 400 et quelques, hein, mais il y a tellement moins de couleurs que sur Super Nintendo que ils compensaient avec beaucoup de noir. Ouais. Et à part des jeux ultra optimisés faits en interne comme les Sonic, c'est un truc qui se retrouve beaucoup quoi. Après, bon, ça donnait un style, hein, mais ça fait que, ouais, graphiquement, la Super Nintendo, et ça me fait de mal de le dire parce que moi j'étais un fan de j'étais un Sega. enfant Sega, hein. J'étais un enfant Sega. Ça me fait mal de le dire, mais en fait, les jeux sur Super NES, ils étaient plus chiadés, hein, ça c'est sûr. Ouais, Et puis, et même au niveau de la carte son, c'était. J'ai pas beaucoup d'expérience avec la Mega Drive, hein, pour être honnête, mais il me semble que sur le inférieur à la Super NES. alors, c'est un petit peu plus complexe que ça. La Super NES, elle pouvait faire plus de sons différents, mais la Mega Drive, elle avait de vraiment meilleures basses. Ok, Et du coup, les trucs très rythmés sonnaient souvent mieux sur Mega Drive que sur Super NES. d'accord. Même si, effectivement, les sons étaient plus variés, et donc tous les trucs atmosphériques, typiquement dans des JRPG comme Squaresoft en faisait, c'est pas non plus complètement un hasard s'ils étaient sur Super NES. Ah ouais. Parce que la machine se prêtait à ce genre de composition et leur rendait vraiment hommage, quoi, et leur faisait honneur. Là, les graphismes, ça a commencé à devenir un argument marketing. La vitesse de défilement aussi. On pensera à Sonic 2 avec les niveaux où tu vas tellement vite que le sprite sort de l'écran. Ce qui est quand même un truc assez rigolo, quoi. Ouais. Et je pense que c'était vraiment parce que le sprite allait plus vite que la caméra du jeu arrivait à suivre. Hein. Je pense pas que c'était un tour de passe-passe. Mais bon, ça rendait pas forcément le jeu plus jouable, mais ça c'est un autre problème. Mais donc voilà, là tout à coup, le jeu il est beau le jeu il est beau, ça devient un argument marketing et c'est Rare en fait qui a vraiment enfoncé le clou de ce côté-là, je trouve, avec Donkey Kong Country dans un premier temps, où ils avaient rassemblé des ordinateurs Silicon Graphics pour faire leur modèle en 3D précalculé qu'ils avaient ensuite
qu'ils avaient ensuite digitalisé en 2D pour pouvoir en faire des planches de sprite. Et donc, tu avais ces mouvements ultra fluides et ce visuel vraiment généré par ordinateur qui était très novateur à l'époque. Et par contre, Donkey Kong Country, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que j'y ai beaucoup joué quand j'étais petit. Mais Shigeru Miyamoto avait eu un commentaire très très dur à son sujet à l'époque où il disait c'est pas parce que le jeu il est beau qu'il est bien, quoi, en substance. Ce qui est Et marrant parce que, enfin, je sais pas si c'est je sais pas si c'est une opinion répandue, mais quand je pense platformer Super NES, je pense à deux jeux, enfin deux séries de jeux. C'est Super Mario World, donc et Yoshi Island, le deuxième, et Donkey Kong Country. D'un point de vue gameplay, je trouve que les deux sont vraiment l'aboutissement du platformer 2D en fait de l'époque. ouais, mais alors pour le coup, tu vois, c'est là que ça devient intéressant parce que pour Donkey Kong Country 2, justement, Miyamoto, il est venu filer un coup de main sur le boss design, entre autres, et sur le gameplay. Et en termes de gameplay, Donkey Kong Country 2, il est vraiment mieux que le premier, quoi. Et les boss, ça se voit qu'il y a quelqu'un qui sait faire des boss qui s'est penché sur la question. Ouais, je me rappelle pas assez donc parce que là comme ça je me rappelle pas de différence majeure entre le premier et le deuxième. Je me rappelle que le troisième avait un peu déçu, mais Bah, le troisième, j'en parlais il y a longtemps genre, le troisième épisode de Texas Lover, je parle de Donkey ouais, Kong je, Country 3. je me rappelle la hot take c'était que c'était le premier jeu de Nintendo 64 si ma mémoire est bonne. Exactement. Euh, et pas en bien. Mais non, mais ouais, Donkey Kong Country 3, le problème qu'il avait, c'est que euh, la structure des niveaux était devenue vraiment ultra prévisible et ultra formulaïque. Il n'y avait pas d'exception à comment un niveau était constitué. Ils étaient tous exactement pareils. Donc tu savais exactement combien de tonneaux bonus il y avait. Et tu savais il y allait avoir un petit puzzle pour avoir la pièce DK. Et ça rendait le truc plus monotone que nécessaire. Et en plus de ça, un reproche qui a été fait à Donkey Kong Country 3 par rapport aux deux premiers, c'est qu'il était moins beau. Et screenshot à l'appui, comme on fait aujourd'hui avec les comparaisons de Cyberpunk 2077 sur Switch 2 et sur Xbox Series S et sur PS5. Screenshot à l'appui, ben, t'avais des magazines qui disaient bah, regardez, ça c'est le niveau de neige en Donkey Kong Country 1, ça c'est le niveau de neige en Donkey Kong Country 3, et effectivement, c'est moins beau et moins inspiré dans le 3, donc ouais, il est un petit peu déçu. Et, il a aussi déçu sur le plan des graphismes, justement. Ah ouais, ok. Mais bon. Mais après, ouais, le lien entre Donkey Kong Country 3 et Nintendo 64, on pourrait encore élargir, hein, puisque l'autre jeu de Rare sur Super Nintendo avec des personnages générés par ordinateur Silicon Graphics et ensuite digitalisés pour la Super Nintendo, il y avait Killer Instinct. Killer Instinct qui était un jeu qui était initialement sur borne d'arcade, et les entrailles de la borne d'arcade de Killer Instinct ont servi de prototype pour fabriquer la Nintendo 64. Oh, je savais pas. Killer Instinct c'est rare aussi? Ouais. Ok. Je me rappelais pas de ça. Et c'est pour ça qu'en 2014, le reboot de Killer Instinct était sorti exclusivement sur Xbox One, parce que Rare avait été racheté entre-temps par Microsoft. D'accord. J'avais pas mal joué à Killer Instinct à l'époque. Ouais, pour le coup, au niveau du gameplay, je trouve qu'il a pas aussi bien vieilli que Street Fighter 2, et je ne trouve pas que Street Fighter 2 est particulièrement bien vieilli en termes de gameplay. Ouais, oui, oui. Mais fun fact, ou pas, mais je me rappelle que à l'époque, j'étais allé dans une cabine téléphonique et j'avais appelé, alors je crois que c'était la hotline Nintendo,
Et genre, en fait, tu pouvais appeler, et je crois que, je suppose que tu avais une sorte de numéro de code ou je sais pas quoi. Tu posais une question, et genre, après, tu revenais le lendemain et tu avais une réponse. Et, euh, et j'avais demandé la liste complète des combos des persos de Killer. Je sais plus si c'était tous les persos ou si c'était juste un perso en particulier, mais il me semble que c'était presque tout, je crois. Enfin, et ouais, j'avais ma carte prépayée de carte téléphonique et j'étais allé, je suppose, avec un carnet et un stylo pour noter la réponse du type qui m'avait répondu, quoi. Ah, bah, c'était le service public à l'époque. Ah, ça, c'était du vrai travail de service public. On savait le faire. Ouais, ouais, bah surtout que, bon, à l'époque, les jeux de baston, si t'avais de la chance, t'avais une liste de coups dans le manuel ou à l'intérieur du jeu, mais elle n'était pas complète, et t'avais des coups qui n'étaient pas dans la liste et que tu pouvais faire quand même. Moi, je pense au jeu Dragon Ball Z sur Super NES, où Ah, quand tu faisais Start puis Select, t'avais une liste de coups du perso, mais en vrai, il y en avait, pour certains persos, il y en avait genre littéralement 2 fois plus, quoi, des coups spéciaux, ouais, ouais. qui n'étaient pas listés. Donc c'était un petit peu un autre délire ça. Mais donc tout ça pour dire que voilà, sur cette époque-là, les graphismes, ça a commencé à faire un peu parler quoi. Et pour parler d'ailleurs de Street Fighter, sur Super Nintendo, il y a une version cartouche de Street Fighter Alpha 2. Donc on était déjà genre en 96, hein, la PlayStation avait déjà accueilli le premier Street Fighter Alpha, et Capcom a sorti une version cartouche pour Alpha 2. Et le jeu, il est super beau. Les sprites, c'est les mêmes que sur PlayStation, qui sont quasiment les mêmes que sur la bande d'arcade. Sauf que pour afficher des sprites aussi beaux, aussi détaillés, bah, ça rame, quoi. Le jeu, il rame. T'as des temps de chargement avant les super sur un jeu cartouche. Nice. Donc, ça rendait le jeu pas ultra jouable. Et d'ailleurs, c'est le truc maintenant avec les machines récentes. Les jeux ont un mode performance où tu vas optimiser la fréquence de rafraîchissement pour avoir un jeu fluide. Ou alors tu vas avoir un mode, comment ils appellent ça, je sais plus, mais le mode joli quoi, où la fréquence d'affichage va être plus faible, mais où tu vas avoir le maximum de détails et le jeu il va être plus joli en fonction de ce que tu De la cherches à demande de tirer de ton expérience l'utilisateur, de ouais. jeu. Tout à fait. Et, ouais. Ensuite, tu vois, voilà, la question du graphisme, elle est, elle est passée par un truc un petit peu bizarre parce que juste après cette période 16 bits et un petit peu le début de la 32 bits, parce que la Sega Saturn, c'était une machine qui était pas faite pour faire de la 3D, mais qui était vraiment très très forte en 2D, qui faisait des très très beaux jeux en très très belle 2D. Mais donc voilà, à partir de la PlayStation, le Nintendo 64, évidemment, ça a été la 3D, les polygones. On en avait eu quelques-uns qui se promenaient de ci, de là, au détour d'un jeu Mega Drive ou au détour d'un jeu Super Nintendo. On avait eu Star Fox, non? évidemment Star Wing, ou en Europe Star Fox dans le reste du monde, Ok, oui. qui utilisait la puce Super FX pour faire beaucoup de polygones, surtout pour l'époque. Ah, ouais, ouais. J'avais joué à Star Euh, Wing à l'époque. oui, oui, bah, c'est encore un jeu tout à fait honnête, un peu raide maintenant, un peu rigide à jouer, mais il fait encore le taf, hein. Et donc voilà, avec l'avènement de la 3D, la question de qu'est-ce que c'est un beau jeu, ça s'est encore un petit peu transformé. Il y a eu une période un petit peu bizarre où c'était mal vu de faire des jeux en 2D, même s'ils étaient très très beaux. Et donc on a eu les douleurs de croissance de toute l'industrie avec le fait de pousser pour les polygones. Mais le truc, c'est que là, tu vois, tu commences à avoir une première intersection entre le gameplay et le visuel. Parce que le fait est que le jeu vidéo en 3D temps réel, comme,
comme l'était ici un Crash Bandicoot, là un Super Mario 64 ou encore un Tekken, bah ouais, ton personnage il peut vraiment évoluer dans les 3 dimensions de l'espace, ce qui n'était pas possible, ce qui n'était pas vraiment possible avec des sprites ou alors en trichant quoi, Ouais. en faisant ce qu'on appelait notamment de la 3D isométrique, sauf que la 3D isométrique, comme c'était fait en perspective, c'était quasiment de la perspective cavalière, donc ça fait que tu pouvais pas jauger les distances et tu pouvais pas savoir si la plateforme elle était devant toi ou au-dessus de toi sans te cracher quoi. Et bon, je pense que la manette de Super NES était probablement pas très adaptée de toute façon pour faire des Ah jeux 3D. oui, pour le jeu en 3D, le joystick s'est un petit peu imposé, hein. Il y avait un joystick natif sur la manette Nintendo 64. Ouais. En revanche, la manette à 2 sticks de la PlayStation, euh, la DualShock, elle est sortie un petit peu plus tard quand il y a eu beaucoup plus de jeux en 3D. Et il a fallu très longtemps avant que le stick droit serve à contrôler la caméra dans les jeux. Mais bon, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Tout à fait. Par exemple, dans Ape Escape, le stick droit il servait à contrôler le petit filet à papillon dans lequel on capturait les singes. Mais bon, donc voilà, je vais pas digresser davantage. Mais ouais, du coup, le truc qui a pas changé, c'est que les consoles ont continué de courir après les bornes d'arcade, parce que les bornes d'arcade, elles proposaient des jeux en 3D qui commençaient à vraiment claquer, quoi. Mais bon, c'est aussi parce que la borne d'arcade, c'était une machine dédiée où tout le circuit électrique servait à faire un seul jeu. Donc c'était pas du tout polyvalent, et c'est aussi pour ça que longtemps, les bornes d'arcade ont eu beaucoup d'avance graphiquement sur les jeux, parce que la machine était tout entière dédiée à ça. Et donc, bah voilà, la bande de Tekken, elle était plus jolie que le Tekken sur la PlayStation, mais bon, ça faisait plaisir d'avoir des jeux en 3D, avec en plus de plus en plus de détails aussi. On a, on a commencé à applaudir quand les doigts ont commencé à se détacher les uns des autres sur les mains des personnages et des modèles 3D qui étaient proposés dans les jeux. Et il y avait les consoles des générations suivantes qui étaient présentées avec des démos techniques, hein. La PlayStation 2 et la PlayStation 3 avaient fait beaucoup parler d'elles, avec des trucs sur les animations des visages qui étaient vraiment ultra fines par rapport à ce qui se faisait à l'époque, et où vraiment c'était des bons technologiques assez importants. Et tout ça, on avait aussi ça sur les PC, hein, avec le début du jeu en 3D, avec Unreal, avec Quake, avec plus tard Half-Life, tous ces jeux qui ont aussi mis en avant la capacité du PC à faire des jeux comme ça, et où ces jeux ont vraiment été des marqueurs de l'évolution des graphismes, et qui ont été vantés pour la qualité de leurs graphismes autant que pour la qualité de leur gameplay, parce qu'aujourd'hui on se rappelle de Half-Life pour son côté très cinématique, et pour le côté très novateur qu'il représentait à l'époque, avec du FPS qui sortait un petit peu de ce que se faisait Doom, Ouais. en proposant vraiment une histoire très complète, avec les scènes intégrées au gameplay, où tu gardais le contrôle de Gordon Freeman pendant que les gens racontaient des trucs. Plus scripté aussi. Ouais, aussi. Ouais. Donc tout ça, c'est des choses pour lesquelles on se souvient de Half-Life, mais Half-Life, c'était aussi euh, le jeu le plus beau de sa génération et un horizon graphique indépassable. Ouais. Parce que avant ça, la 3D, je pense que, enfin, on peut considérer que les Wing Commander sont en 3D. Là, bon, évidemment, je parle pas de la partie FMV, hein, je parle de la partie gameplay où tu es dans un vaisseau. Oui. Mais bon, là, enfin, je veux dire, je crois que c'était plus détaillé que Starwing, mais voilà, c'était vraiment très rudimentaire, quoi, comme 3D. Ouais, bah tu sais qu'il y avait un Wing Commander sur Super NES, et le jeu est
affichage avec des sprites, mais oui, le jeu est en 3D puisque tu peux aller dans les 3 directions. J'avais essayé de prendre le jeu un peu au sérieux une fois en lisant le manuel et tout, en regardant comment on faisait les manœuvres, et j'étais allé assez loin. Et j'ai dû laisser tomber ma partie parce que il y avait une mission où j'avais réussi la mission, mais mon vaisseau avait endommagé. Enfin, sur mon vaisseau, la radio était endommagée et je pouvais pas contacter le vaisseau mère pour rentrer à la base et finir d'accomplir la mission. Ouais, Et ça m'avait un peu saoulé. c'est le premier Wing Commander qui était sur Super NES. J'y ai pas joué, je crois, celui-là. J'ai joué au 3 et au 4. Avec Marc Hamill. Exactement. Avec Marc. Ouais. Et sa petite moustache. Il y avait une petite moustache dans Wing Commander. Je suis presque sûr qu'il a une petite Il me moustache. semble qu'il était plutôt en mode barbe de 3 jours. Mais En tout cas, plus de poils que dans Star Wars. ouais, il a une moustache, mais il a pas juste la moustache, quoi. Il a la petite barbe de 3 jours avec, quoi. Ouais. Mais la moustache est un peu plus épaisse que la barbe, donc effectivement. Donc voilà, si vous si vous voulez voir une des carrières parallèles de Mark Hamill, vous pouvez jouer au Wing Commander sur PC. Et oui, effectivement. Et j'ai des bons souvenirs. Hein, tu sais, je sais pas s'ils ont survécu au- enfin, à l'ère du temps, à l'épreuve du temps, pardon. Mais j'ai des bons souvenirs des Wing Commander 3 et 4. Ah ouais, le 1 sur Super NES, j'en ai un assez bon souvenir aussi. J'aurais pu juste reprendre cette mission-là à partir de la sauvegarde, ou alors peut-être que j'avais pas sauvegardé depuis longtemps et j'avais pas de code pour reprendre le jeu si je le rallumais. Je sais plus exactement pourquoi, mais... Le 3, mais j'y avais pas beaucoup joué. J'avais joué un peu sur PlayStation. Je crois que c'était mon cousin qui l'avait sur PlayStation. Mais le 4, je l'avais sur PC. Et celui-là, je l'avais poncé. ouais. Et du coup, ben, il y a des discussions bizarres enfin, des discussions bizarres. Les discussions sur la qualité des graphismes, c'est devenu un truc qui est vraiment central à cette époque-là pour les consoles de jeux. Et du coup, je pense que, bon, jusque-là, voilà, il y a des nouvelles machines, les jeux ils sont plus beaux, c'est cool quoi. Mais la logique de guerre des consoles qui était vraiment très intense à l'époque faisait que c'était pas une question anodine de savoir quelle marque de machine on allait demander à Noël à nos parents. Ouais, ouais. Et du coup, petit à petit est aussi apparu une, une idée selon laquelle le jeu, il n'a pas forcément besoin d'être si beau que ça. Peut-être que s'il est agréable à jouer, peut-être que s'il est intéressant, peut-être que s'il est réussi par ailleurs, peut-être que les graphismes, c'est pas si important que ça. Et cette opinion-là, elle a, je pense, vraiment gagné en force quand, qu'en 2006, après avoir eu des chiffres de vente pas géniaux pour son GameCube, Nintendo a décidé de pas chercher à faire une console HD avec la Wii et juste se concentrer sur des nouvelles technologies de gameplay et pas forcément des nouvelles technologies de graphisme. C'est intéressant parce que j'avais pas cette anecdote sur la GameCube, enfin sur le passage à la Wii, mais parce que 2006, c'est aussi l'année où sur PC et probablement sur PlayStation aussi, euh, il y a, il y a eu, comment dire, une grosse révolution technologique. 2006, c'est Oblivion. Et bon, là c'est 2007, mais 2007, il y a eu Crysis, je crois, le premier Crysis. Exact. Il y a, Le premier Crysis, c'est 2007, ouais. et qui, pour le coup, était une révolution sur le plan technique, en termes de détails. Et on va dire de l'autre côté du spectre, enfin,
plus sur le plan artistique, il y a eu BioShock en 2007, hein, qui était d'une part très joli, enfin comment dire, artistiquement, mais je me rappelle que on- je crois que c'était toi qui avais fait la remarque en plus à l'époque quand chez moi, mais l'eau, le niveau de détail de l'eau, les reflets sur l'eau qu'on a dans la toute première scène du jeu, ils étaient magnifiques pour l'époque. Ouais, c'est possible. Parce qu'il faut dire que l'eau dans les jeux vidéo, c'est une longue histoire. Hein. Mais Comment, comment on représente les reflets et tout, c'est tout le monde, tous les devs sont pas encore d'accord, hein, d'ailleurs. mais je pense que enfin, c'est assez intéressant parce que c'est pas trop comment dire, le genre de jeu qu'on trouve beaucoup sur les consoles Nintendo, même s'il y en a eu pas mal sur 64, mais les jeux en première personne, je me rappelle pas de beaucoup de jeux de première personne sur GameCube. Sur 64, t'avais Duke Nukem, etc. T'avais pas mal de FPS, mais sur GameCube, je me rappelle pas de grand chose. Mais de, de, Enfin, sur GameCube, il y a eu les Time Splitters, il y a eu les deux Metroid Prime. ok. Ouais, Metroid, pour le coup, oui, on Euh, est complètement dans le Nintendo. je sais pas s'il y a eu tellement plus que ça. Ensuite, sur Wii, c'était un peu bizarre parce que, en fait, l'industrie s'est rendu compte plus vite que le public que pointer avec une Wiimote, c'était mieux qu'un stick pour viser. Et donc, il y a eu pas mal de jeux de tir en réalité sur Wii. Ouais, mais Notamment tous les Call of Duty c'est sorti sur avec Wii? des versions. Ouais, ouais, il y Ah, avait je plein de savais Call pas. of Duty sur Wii en version standard définition et pas en haute définition. Parce que la Wii, elle faisait pas la haute définition. Mais il y a eu beaucoup de Call of Duty sur Wii parce que pointer la manette pour viser, c'était vraiment redoutable, quoi. C'était cross-platform? Non. Ok. Non, non, c'est des écosystèmes fermés, mais ça marchait bien. Ah ouais. Mais là où je voulais en venir avec cette histoire de jeu à la première personne, c'est que les jeux à la première personne, pour moi, c'est bon, c'est souvent les jeux les plus jolis. Et c'est pas un hasard parce que, enfin, c'est souvent des jeux qui reposent sur une immersion forte et le fait d'avoir des graphismes les plus réalistes possibles, pour le coup, c'est le seul cas que je vois où ça sert vraiment le gameplay en fait. Enfin, ça sert le gameplay, non, mais ça sert le game design plutôt. D'avoir des jolis enfin, des graphismes les plus réalistes possibles plutôt que je vais Ouais, je dire vois ce que tu réaliste veux dire. plutôt que joli parce que ça peut être joli sans être réaliste, mais en l'occurrence je parle de réalisme parce que parce que le réalisme sert l'immersion et que l'immersion peut servir le game design, hein. Dans tout ce qui est survival horror par exemple, dans tout ce qui est jeu de tir un petit peu moins mais quand même aussi, et les jeux d'infiltration comme Thief par exemple, pareil, bon, Thief après c'est 98, 2000 et 2004 je crois pour Deadly Shadows, et celui de 2014 on n'en parle pas. mais oui, enfin c'est les jeux à la première personne, c'est souvent des jeux qui tablent sur une immersion forte du joueur et que les graphismes réalistes peuvent servir cette immersion. Ouais, 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 ben. C'est. Je vais prendre l'exemple de Metroid Prime parce que c'est un exemple qui est très marquant et qui est vraiment dans ma tête, quoi. Mais Metroid Prime, par exemple, ben, t'arrives sur la planète au début du jeu et ben, t'as une cascade, il y a des gouttes d'eau et t'as les gouttes d'eau qui atterrissent sur le viseur de Samus.
Quand il fait froid, t'as du givre sur les bords. Et les petites conneries comme ça, bah ouais, Ça renforce l'immersion, clairement. ça renforce beaucoup l'immersion. T'as vraiment l'impression d'être dans la combinaison, quoi. C'est sûr que ça joue. À cette époque-là, donc, c'est aussi l'apparition des graphismes HD, donc à partir de 720p et plus, et même beaucoup plus maintenant. Et ça crée un décalage qui est un petit peu inattendu, et les développeurs ont longtemps dû en tenir compte et mettre en place des espèces de béquilles pour compenser ça. C'est que pour pouvoir profiter de graphismes HD générés par une machine suffisamment puissante pour les produire, eh ben, tu dois avoir un dispositif d'affichage qui sait faire. Oui, tout à fait. Si ton téléviseur c'est un cathodique avec 240 pixels, ben tu peux pas, quoi. Il va pas inventer les 480 pixels qui manquent, hein. Ouais, tout à fait. Donc là, les graphismes, ça a créé aussi une espèce de double course à l'armement, parce que les machines sont capables de produire des images avec des très très hautes résolutions. Les constructeurs d'affichage fabriquent des affichages capables d'afficher les résolutions très élevées générées par les machines. Puis, ils fabriquent des dalles qui peuvent afficher plus. Et donc, les machines se mettent à devoir générer plus. Bah oui, Et d'autant que... Alors, je sais pas exactement qu'est-ce qui fait ça, mais quand tu mets une image low definition sur un écran qui est haute définition, c'est beaucoup plus moche que si tu le mettais sur ton écran cathodique. Je sais pas exactement quel est le phénomène qui fait ça. J'ai pas vraiment d'expérience dans les jeux. Enfin, c'est vrai que dans les jeux vidéo, j'ai pas cette impression-là, mais si vous regardez par exemple sur YouTube des compilations des bon, le premier exemple que j'ai en tête, c'est des highlights NBA en fait, et des années 90, mais je pense que ça marche pour n'importe quel pour n'importe quel contenu télévisuel des années 90. C'est inregardable aujourd'hui en fait. On ne voit rien de ce qui se passe à l'écran. ouais, mais ça, alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est un petit peu compliqué. Enfin, Mais pardon, je veux il y a pas, à la fois. hijack le. Non, 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 t'inquiète pas, non, non, c'est intéressant. En fait, c'est aussi la raison pour laquelle quand tu émules une vieille machine qui fait des jeux en 2D, et que tu ajustes les pixels bien saillants, ben, c'est plus moche que dans tes souvenirs, parce que c'est vraiment plus moche que dans tes souvenirs, parce que la télé cathodique, les pixels ils bavaient un peu les uns sur les autres, et ça rendait le truc beaucoup plus lissé. Et il y a certains pixels qui avaient des effets très différents. T'as des comptes Twitter qui sont dédiés à ces comparaisons-là, et où tu te dis, ouais, ok, on a plus les technologies pour afficher ces jeux-là en réalité. Donc on est un peu condamné à avoir des versions un peu moches, mais les jeux ils n'étaient pas comme ça à l'époque en vrai. Et donc tu as des images qui étaient fabriquées avec des machines compatibles avec des affichages cathodiques. Et je pense que l'upscale, un peu à la sauvage de vieilles bandes magnétiques, et donc de transformer en pixels du signal analogique, parce que ça c'est aussi ça, hein. Ouais, Ben ouais, ça fait que ton upscale numérique d'un signal analogique prévu pour un affichage analogique, la machine elle sait pas trop quoi faire du signal et où mettre quel pixel, et ça devient très laid, quoi. ouais, je pense que ça doit être ça parce que c'est clairement pas juste enfin, je veux dire, quand tu mets forcément, quand tu mets un nombre fini de pixels sur une surface, sur une surface grande, ça va paraître ça va être beaucoup plus étiré que si c'est sur une surface petite. Mais dans le cas justement
des extraits télévisuels, j'avais l'impression justement que ça allait bien au-delà de ça en fait. C'est pas juste parce qu'on affiche tant et tant de pixels sur tant et tant de centimètres d'écran en fait. Et du coup, ouais, enfin, tu dois avoir, je suppose que tu as complètement raison sur le côté de conversion de signal analogique. Je vais y arriver. On va y arriver, on va y arriver. On est des professionnels du podcast, évidemment. Et ça fait que là, ouais, tu vois, t'as le jeu en 1080p, et puis un jour, il y a des écrans 4K, alors après, t'as le jeu en 4K, et puis après, t'as des écrans 8K, et puis t'as le jeu en 8K, et ça... où est-ce que ça va s'arrêter? Ben, on sait pas. Ouais. Est-ce que l'écran 8K, c'est possible de l'avoir avec une diagonale qui tient dans le salon de quelqu'un qui est pas richissime? Bah, on sait pas. Mais Euh, d'autant que le, même si bien entendu, on constate encore des, euh, des augmentations en qualité si on prend une période par exemple de 5 ans, mais ce bond, enfin, il y a moins d'effet sur le ressenti que à l'époque, quoi. Si tu compares par exemple 98 et 2003 ou 2003 et 2008, il y a un bond bien plus impressionnant que pour 2020 à 2025, je pense. alors ça, effectivement, on observe très clairement une progression logarithmique Voilà. du facteur wow des progrès des graphismes. Il n'y a pas trop de doute là-dessus, parce que il y a eu des périodes où on considérait comme tellement moche que c'est injouable la génération juste avant. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est plus trop le cas maintenant. En plus, il y a des sorties transgénérationnelles sur certains jeux. T'as des trucs, qui sortent encore. T'as des trucs qui sortent sur PS5 et ils vont encore la chercher jusqu'à la Switch qui a grosso modo la puissance d'une Wii U. Donc pour faire, enfin, en gros, la Switch, c'est pas du tout au niveau d'une PS5 pour les graphismes. Je vais pas entrer dans les détails de quel est le numéro de la carte de machin, on s'en fout. Mais en fait, le truc c'est que donc moi qui en plus ai longtemps eu juste une Wii et j'ai mis c'est pas pour les graphismes, c'était pour un jeu en particulier que je me suis procuré une Xbox 360. Le jeu c'était Street Fighter 4 pour les gens que ça intéresse. Donc voilà, je me suis longtemps défini comme quelqu'un qui s'en fout des graphismes, mais en rejoignant des vieux jeux, en fait, je me suis rendu compte d'un truc sur les graphismes, et donc on va pouvoir aller sur le territoire de ma hot take. En fait, le graphisme, il a une fonction de gameplay, même sur des jeux plus anciens et qui sont pas du tout des FPS. C'est que t'as envie de savoir, en fait, à quoi va ressembler la suite du jeu. Typiquement sur un platformer, ben, t'as envie de savoir à quoi va ressembler le prochain niveau, t'as envie de savoir à quoi va ressembler le prochain biome, quel genre d'ennemi il y aura dedans, est-ce que la musique va aller avec le niveau, est-ce que les pièges, les gimmicks de gameplay, ils vont être cohérents avec l'ambiance proposée par les graphismes. Par exemple, si c'est un niveau de glace, est-ce que la glace va glisser? Est-ce qu'elle va glisser d'une manière marrante ou est-ce qu'elle va glisser d'une manière chiante? Euh, Est-ce qu'on aura l'impression d'avoir chaud en regardant les différentes teintes de orange du niveau du volcan? Euh, et, euh, et pour des RPG, à quoi va ressembler les prochains donjons? À quoi va ressembler les prochains boss? À quoi vont ressembler les prochaines animations des attaques qu'on débloque avec les niveaux plus élevés? Et ça, même sur Pokémon sur Game Boy, tu vois, les animations des attaques les plus puissantes, elles étaient plus élaborées que les trucs les plus simples, et ça faisait plaisir de voir que tu gagnais en puissance aussi comme ça. Donc t'as tout ce côté progression qui apparaît dans le, euh, dans le jeu via les graphismes, et ça devient une source de motivation pour le jeu.
Ça, après, ça concerne essentiellement les jeux solo. Parce que les jeux multi, ça va être beaucoup plus, selon moi en tout cas, le gameplay qui va primer. J'en veux pour exemple les extrémistes qui jouent à Quake 3 Arena sur des vieux écrans cathodiques et en supprimant toutes les textures des graphismes pour avoir le moins de latence possible. Je me rappelle des pro gamers du premier Counter-Strike, surtout sur ce genre de cas. Et là, clairement, le graphisme, tu le sacrifies exprès pour le gameplay, donc c'est bien la preuve que l'attrait du jeu, en tout cas à très haut niveau, ça va être le gameplay et pas les graphismes. Et donc, l'autre truc, c'est que quand le jeu est beau, en vrai, ça fait plaisir, quoi. Tu vois, c'est un jeu, oui, mais à l'époque, il était quand même impressionnant. Le premier Xenoblade Chronicles, t'as des paysages gigantesques et en plus, t'as en fait le monde, c'est deux mechas de la taille chacun d'une planète qui se sont entretués et leurs cadavres sont emmêlés, empalés sur l'épée l'un sur l'autre. Tout ça, du coup, t'as l'épée d'un des mechas, c'est une gigantesque falaise qui fait le pont entre les deux mondes et tout. Enfin, c'est des trucs complètement ouf avec des idées qui ont pu être réalisées parce qu'il y a eu la capacité à créer les graphismes qui représentaient ça. Je pense aussi que les graphismes, ça permet de donner de la clarté au jeu. Euh, euh, Quand tu comprends ce que tu regardes, et le jeu il est plus agréable à jouer que quand tu comprends pas ce que tu regardes. C'est sûr. Je me Euh, rappelle, enfin pour le coup, j'ai pas joué à Xenoblade Chronicles. Moi, l'exemple que j'avais en tête, c'était les Final Fantasy pour le visuel, mais le 7 et le 8 notamment, le 10 qui était assez le passage de Final Fantasy VII à Final Fantasy VIII sur la première PlayStation, c'était une dinguerie, hein. ouais. Bon, Et si on était méchant, on dirait même que ça a contribué au succès pas forcément si mérité que ça de Final Fantasy VIII. Ah, ça, je suis complètement d'accord. Bon. Bah, le truc, c'est que Final Fantasy VIII, j'ai. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé le jeu à l'époque. Et bon, après, je suis à moitié un hater sur Final Fantasy, que je trouve un peu overrated, mais le 8 Non, en. non, mais moi je me souviens quand tu me parlais de Final Fantasy VIII quand il jouait, et je dirais pas que t'étais tout de suite un hater, mais clairement plus tu jouais et moins tu l'aimais ce jeu, ça c'est sûr. Bah, mes meilleurs souvenirs, c'est quand tu lances le jeu et que tu as la cinématique avec Liberi Fatali en musique. La cinématique a été magnifique aussi. Et enfin, ça claquait quoi. Et, euh, et après, vaguement, le jeu de cartes était rigolo quoi, mais Triple Triad. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai pas du tout un souvenir positif de Final Fantasy VIII. Mais Mais il était très beau. il était très beau, effectivement. Et ça, en fait, parfois, pour certains jeux, ça crée la curiosité de voir à quoi va ressembler la suite, et je pense que ça génère de la motivation, et c'est pas à négliger, c'est pas à mettre de côté en disant oui, mais les graphismes, c'est des trucs de tech bro, moi je suis là pour je suis là parce que le jeu vidéo c'est de l'art, bah oui, mais les visuels c'est de l'art. Tout à fait. Après, oui, le truc, c'est que bon, je pense que pour les jeux qui sont purement gameplay, c'est moins important, même si, comme tu l'as souligné avant, il faut pouvoir euh, convey en français, convoyer, hein, ça se dit, il me semble. Enfin, il faut que ce soit clair, quoi, il faut qu'on comprenne à Voilà, quoi consiste le jeu. il faut pouvoir, il faut effectivement montrer de manière claire à l'écran ce qui se passe hein, d'un point de vue gameplay. Mais je pense que dès que tu rentres dans, dans un type de jeu qui doit d'une manière ou d'une autre procurer des émotions, ben le visuel va jouer, enfin l'écriture va jouer,
l'ambiance musicale va jouer, mais aussi l'ambiance visuelle. Donc forcément, c'est un point non négligeable. Je veux dire, c'est pas un hasard si de nos jours les, euh, les jeux purement textuels n'existent plus vraiment en fait. Même les visual novels, enfin je joue sur le visuel, donc parce il y a visual dans le nom aussi quoi. Il y a Mm. tous les jeux, enfin je veux dire il y a aucun jeu qui se base, enfin aucun jeu contemporain ou en tout cas enfin, qui ne soit pas complètement obscur à ma connaissance, qui se base uniquement par exemple sur le texte pour faire ressentir des émotions, ou même juste le texte et le son. Enfin, je veux dire, l'image est une partie de l'expérience. Donc c'est sûr que d'avoir de pouvoir avoir la possibilité technique de montrer ce qu'on veut montrer, ben forcément c'est un atout. Ouais, bah écoute, je vais pour parler du fait de transmettre des émotions via les graphismes, je vais donner un dernier exemple qui est dans Xenoblade Chronicles 3. Alors, si vous savez de quoi je parle, ça va être très parlant pour vous. Si vous savez pas, je suis sûr que vous pouvez trouver le spoiler sur un quelconque site internet. Là, je l'ai pas, mais je suis sûr que ça se trouve. Il y a une cinématique dans Xenoblade Chronicles 3 où le personnage principal féminin, Mio, fait un petit sourire au personnage principal masculin, Noah, avant de faire une énorme dinguerie où on a envie de crier à son écran Mio, non, arrête. Et elle le fait quand même. Euh, ce petit sourire qu'elle fait juste avant son énorme dinguerie, et ben, si les graphismes n'étaient pas suffisamment fins pour transmettre euh, toute la charge émotionnelle qu'il y a dans cet échange de regards avec ce petit sourire, ben ça marcherait pas. Et c'est. Je pleure facilement devant les films, je pleure pas facilement devant les jeux vidéo. J'ai pleuré devant Xenoblade Chronicles 3, tu vois. Ouais, ouais. Donc tout ça pour dire que sans pour autant devenir un adepte de la dernière carte graphique à la mode ou de dire que seule la résolution sera le salut du hobby, je pense que je suis un peu revenu de la position oh les graphismes on s'en fout. On s'en fout pas, il y a des gens qui bossent dessus et leur travail a un impact sur la manière dont on reçoit l'ensemble du jeu vidéo en tant qu'œuvre, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est un petit côté un peu élitiste de dire que les graphismes c'est complètement OZEF. Mais Ensuite, ouais, on peut ensuite pinailler sur la différence entre photoréalisme et direction artistique et style. Et oui, bah oui, un jeu avec une forte direction artistique et très stylisé a pas besoin d'être aussi photoréaliste que un énième jeu de tir à la première personne. Mais les efforts qui ne sont pas dans le photoréalisme ont été mis dans la stylisation et dans la direction artistique à la place. Donc l'effort artistique est comparable en réalité. bien sûr, bien sûr. Et le truc c'est que bien sûr la direction artistique c'est une chose. Maintenant, si on était resté aux possibilités techniques de la Super NES, ben il y a quand même il y a quand même plein de directions artistiques qui ne seraient pas possibles en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai. La- T'as des limites aussi, même, enfin, il y a un moment où t'atteins aussi la limite artistique et où c'est pas suffisant pour rattraper le gameplay. On pensera à Trials of Mana Seiken Densetsu 3, qui est un jeu absolument sublime pour de la Super Nintendo, mais bah, à part taper sur des monstres, tu fais strictement rien dans le jeu, quoi. Ouais, ouais. Tu parlais de Xenoblade Chronicles 3 avant. Alors, j'y ai pas joué, mais ce que t'as dit, ça m'a rappelé pour le coup une expérience de jeu similaire, enfin, où
c'est le deuxième opus de Aplectel, donc Aplectel Requiem, le premier étant Innocence. Et Ouais. je sais pas si c'est comment dire si c'est conventionnel, mais j'ai préféré le deuxième au premier. Et c'est pas la seule raison, mais le deuxième est beaucoup plus beau que le premier. Enfin, le premier est pas moche, hein, mais le deuxième, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Et c'est des jeux qui, enfin, les deux sont des jeux très très chargés en émotions. Et je pense que de façon pas forcément très consciente, mais je pense que le visuel a eu de l'influence là-dessus, sur le fait que j'ai peut-être ressenti des émotions de meilleure Ouais. qualité, on va dire, sur le deuxième. C'est clairement pas la seule raison, parce que, enfin, juste pour citer la principale, mais pour moi, à Plectel, le premier Plectel, c'est un jeu qui est globalement, qui a une ambiance très lourde, négative la grosse majorité du temps. Là où le Ouais. deuxième Plectel, en fait, il est beaucoup plus en oscillation, enfin en dents de scie. Tu vas avoir des moments très 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 positifs, surtout au début, mais même au fil du jeu, enfin même à différents moments du jeu, tu vas avoir des moments très positifs, ensuite des moments plutôt négatifs et ainsi de suite. Et j'avais trouvé que c'était un meilleur enchaînement, on va dire. C'est vraiment un jeu qui a, enfin, pour moi, les bonnes vibes qu'il y a vraiment dans certaines parties du jeu donnent une emphase dramatique plus forte au moment où après c'est un peu la merde. Et mais bon, Mm. enfin, je diverge, hein, mais c'était pour dire que clairement le visuel n'est pas le premier point qui fait que j'ai préféré Requiem, mais je pense que ça en est un. Je pense que ça en est un Ouais. parce que justement les émotions des personnages sont probablement mieux retranscrites visuellement sur le deuxième que sur le premier grâce à la qualité technique qui est meilleure. Et ben comme quoi, finalement, David Cage avait raison. Hein. Plus il y a de polygones, plus il y a d'émotions. Alors, je dirais pas qu'il y a un rapport proportionnel direct, mais bon, Tu te désolidarises de ce que je viens de dire, c'est ça? C'est ça. mais c'est. Non, mais après, la technique est un outil, en fait. C'est toujours mieux d'avoir un outil que de ne pas l'avoir. Après, l'outil ne remplace pas la manière de s'en servir, mais c'est toujours, ouais, c'est toujours mieux d'avoir à disposition différents outils que de ne pas en avoir. Donc forcément, faut pas attendre comme tu le disais, la résolution n'est pas le salut du jeu vidéo, hein, mais c'est un outil. Et il vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. Et ben c'est sur ces paroles pleines de sagesse que on va mettre fin à cette saison 4 de Hot Text et Slow Burn. Merci Harold de m'avoir accompagné. Et merci à toi, Tim, de m'avoir invité. Bah, écoute, toujours un immense plaisir. Je vous rappelle que Hot Text et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller sur studiocartonc.fr pour écouter les autres podcasts que le réseau vous offre. Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode, merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon sur la description de l'épisode. Merci de continuer à être là, à nous écouter. Hein. On se retrouve à la rentrée. D'ici là, je suis toujours Mythamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde.